Bonjour, bienvenue dans le second chapitre du MOOC de volcanologie physique intitulé « Une planète volcanique ». Après avoir décrit quelques liens entre les volcans et les hommes dans le chapitre précédent, nous allons ici changer de cadre et replacer les volcans dans le cadre du fonctionnement physique de notre planète. Plus précisément, nous allons présenter l'évolution thermique de la Terre et son refroidissement à l'échelle des temps géologiques. Refroidissement dont les volcans sont l'une des manifestations. Je vous alerte sur le fait que ce chapitre est le premier où nous allons introduire des notions de physique et présenter des formules mathématiques. Ne vous inquiétez pas si certains aspects vous semblent un peu ardus. Vous pourrez y revenir à votre rythme et bien sûr poser des questions sur le forum. Mais n'oubliez pas également de préparer les exercices d'application. Ils vous aideront à bien assimiler le cours. La Terre est donc un corps planétaire chaud par rapport au milieu intersidéral. Et on peut la décrire théoriquement comme ce que les physiciens nomment une machine thermique, c'est-à-dire un système dont l'activité est tirée de son énergie thermique. Nous allons présenter en premier lieu ce concept avant de l'appliquer dans un second temps à l'évolution thermique de la Terre. Pour introduire la notion de machine thermique naturelle, un bon choix d'exemple s'avère être les mammifères. Par exemple, un éléphant et une souris. Tentons d'en proposer un modèle théorique. Nous allons donc considérer un mammifère comme une machine thermique, dont le but est de maintenir par son métabolisme une température constante, c'est-à-dire à équilibrer les pertes de chaleur à la surface du corps avec ses sources de chaleur interne. Pour estimer les pertes de chaleur et les sources d'énergie d'un mammifère en tant que machine thermique, on peut considérer au premier ordre, disons pour un géophysicien, l'animal comme une sphère de rayon R, la souris étant inscrite dans une sphère avec un rayon environ 30 fois plus petit que la sphère dans laquelle s'inscrit un éléphant. Les pertes de chaleur d'un mammifère ont lieu au travers de sa peau. Ils sont proportionnels à la surface, soit, pour une sphère, 4πr². Les réserves d'énergie thermique sont quant à elles proportionnelles à la masse de l'animal, donc à son volume, c'est-à-dire pour une sphère, 4/3 de πr au cube. Le métabolisme de l'animal est contrôlé par le rapport entre les pertes de chaleur et les réserves d'énergie, ce qui implique donc qu'il est inversement proportionnel à la taille de l'animal. Comme une souris est environ 30 fois plus petite qu'un éléphant, elle perd proportionnellement 30 fois plus d'énergie que lui. Elle a donc besoin d'un métabolisme 30 fois plus rapide pour compenser ses pertes de chaleur. C'est pour cela que le rythme cardiaque de la souris est environ 30 fois plus élevé que celui de l'éléphant. Comme une souris ou un éléphant, la Terre perd son énergie par sa surface. Ces pertes de chaleur correspondent à ce que les physiciens appellent le flux de chaleur géothermique, c'est-à-dire la quantité de chaleur extraite à la surface de la Terre en 1 seconde et pour 1 mètre carré. On exprime ce flux en joules par seconde par mètre carré ou encore watts par mètre carré. Sous les océans, le flux de chaleur moyen est d'environ 150 milliwatts par mètre carré. Il varie de 50 milliwatts par mètre carré au niveau des plaines abyssales et peut atteindre jusqu'à 500 milliwatts par mètre carré au niveau de structures que l'on nomme dorsales, sorte de montagnes sous la mer où se forme, comme nous le verrons un peu plus tard, la croûte océanique. Le flux de chaleur est nettement plus faible sur les continents. Il est minimal dans les zones les plus anciennes de l'écorce terrestre, que l'on appelle des cratons, en Sibérie ou au Canada par exemple, zone où il dépasse à peine la vingtaine de milliwatts par mètre carré. Le flux de chaleur moyen à la surface de la Terre est estimé à partir des cartes précédentes à environ 120 milliwatts par mètre carré. C'est 2000 fois moins que ce que la Terre reçoit du Soleil. Mais intégré sur toute la surface de la Terre, ce flux donne une perte totale de chaleur très importante. Elle atteint 46 000 milliards de watts, c'est-à-dire 46 terawatts.
cela représente 3000 fois la puissance énergétique consommée par l'ensemble de la population humaine. Comme nous le verrons dans les exercices, bien que très impressionnants, les volcans représentent moins de 0,1% de ces pertes. Notre planète est donc un corps qui se refroidit. Et contrairement à Mars ou à la Lune, qui sont des corps inertes car trop froids, le refroidissement de la Terre se traduit par une activité interne et des mouvements en surface produisant de nombreux reliefs. Comme pour le cas des mammifères, ce métabolisme du globe traduit l'équilibre entre les pertes de chaleur en surface et les sources d'énergie internes de la planète. Une partie de l'énergie interne de la Terre, que l'on qualifie parfois de primordiale, a été emmagasinée lors de la formation de la planète. Elle correspond à l'énergie apportée par les multiples collisions qui se produisaient entre la prototerre et les corps planétaires de toute taille qui peuplaient le système solaire dans ses premiers millions d'années. Contrairement à un animal, la Terre ne renouvelle pas en se nourrissant son énergie interne. Mais elle bénéficie de deux sources de chaleur continue. La désintégration d'éléments radioactifs, potassium 40, uranium 238 et thorium 252, et la chaleur latente libérée par la cristallisation progressive de la graine métallique. On peut estimer la teneur en éléments radioactifs dans la Terre, et donc la production de chaleur par désintégration radioactive, en étudiant certaines météorites très primitives que l'on appelle des chondrites. Chondrites à partir desquelles se sont formées les planètes. On en déduit une valeur de 20 TW pour le chauffage par radioactivité. La libération de chaleur latente par la cristallisation progressive du noyau est quant à elle obtenue par des modèles géophysiques complexes qui, avec quelques incertitudes, donnent une valeur d'environ 10 TW. Si on compare la somme des deux sources d'énergie interne, 20 plus 10 égale 30 TW, et les pertes en surface, 46 TW, on obtient que les pertes nettes d'énergie thermique de la Terre sont de 16 TW. On peut, à partir de cette perte nette d'énergie, estimer le taux de refroidissement de la Terre. Pour cela, on écrit l'énergie thermique comme le produit de la masse, m, par la capacité calorifique, Cp, et par la température, T. Le paramètre introduit ici, la capacité calorifique, Cp, traduit la capacité d'un corps à s'échauffer quand on lui fournit de la chaleur, ou inversement, de se refroidir lorsqu'on lui soutire de la chaleur. On exprime enfin la variation de l'énergie thermique au cours du temps comme sa dérivée, dE sur dt, ce qui permet de faire apparaître explicitement le refroidissement dt sur dt. On établit ensuite un bilan d'énergie, en écrivant que les variations d'énergie au cours du temps sont égales à la différence entre les sources de chaleur et les pertes en surface. Bilan d'où l'on tire une expression simple pour le taux de refroidissement. En utilisant les données précédentes et connaissant la masse de la Terre, m égale 6 10 puissance 24 kg, on obtient un taux de refroidissement d'environ 70 degrés par milliard d'années. Des techniques géochimiques permettent d'estimer la température de la Terre au cours des temps géologiques, à partir de la composition des laves émises en surface. En appliquant ces techniques à des laves très anciennes, on peut montrer que le refroidissement moyen de 70 degrés par milliard d'années reste valable pour les 3 derniers milliards d'années de l'histoire de la Terre. Mais si on applique ce même taux de refroidissement pour estimer les températures il y a 4,5 milliards d'années, lors de la formation de la Terre, on obtient des températures approchant les 1800 degrés, températures pour lesquelles la Terre était presque totalement fondue. Notre planète a donc commencé son histoire recouverte d'un immense océan magmatique, probablement lié à l'impact géant ayant produit la Lune. Bien que très impressionnants, les volcans donnent donc aujourd'hui une image bien terne de ce que devait être l'activité magmatique de notre planète à ses débuts.
Avant de voir comment l'activité volcanique actuelle reste cependant liée au mode de refroidissement de notre planète, je vous invite à préparer quelques exercices.